Une recherche rapide sur tout site de théorie du complot renverra des centaines, voire des milliers de résultats sur les gouvernements mondiaux. C'est un cliché bien connu parmi les théoriciens du complot que ces gouvernements cachent certaines informations à leurs citoyens. Et bien que la plupart de ces affirmations s'avèrent généralement complètement fausses, il y a certaines occasions où elles sont prouvées et la vérité est enfin révélée. Gentry Lee, âgé de 83 ans, est un ingénieur vétéran de la NASA qui, en 2026, a décidé de révéler qu'il connaissait l'existence d'êtres extraterrestres. Et ses opinions ont laissé la communauté des PAN divisée car beaucoup de personnes restent sceptiques sur le sujet. Lee a commencé à travailler à la NASA en 1968 lorsqu'il a rejoint la mission Viking de l'agence. Le but de cette mission était de poser un vaisseau spatial sur Mars pour la toute première fois et d'explorer la planète tout en recherchant des signes de vie. La mission a été un succès, car plus de 50 000 images ont été recueillies à la surface de la planète. Et 97% de Mars ont été cartographiés pour de futures études. La NASA a aussi révélé des données sur le sol et l'atmosphère martien, permettant pour la première fois aux scientifiques de mieux comprendre la composition de Mars et ses conditions atmosphériques. Aucun signe de vie n'a été trouvé, mais il était désormais certain qu'un engin pouvait atterrir sur Mars, ouvrant la voie à de futures missions avec des technologies et équipements plus avancés. Lee a travaillé pour la NASA pendant plus de 25 ans en tant que concepteur de sondes, et quelques semaines avant les déclarations faites par l'ancien président Barack Obama et l'actuel président Donald Trump, on lui a demandé son avis sur l'existence d'êtres extraterrestres. On lui a également demandé s'il croyait que ces êtres avaient visité la Terre dans le passé, et plutôt que de spéculer sur le sujet, il a été très direct et confiant dans ses réponses, ce qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits. La discussion a eu lieu lors d'une conférence scientifique à Phoenix, Arizona, organisée par l'Association américaine pour l'avancement des sciences. La conférence, l'une des plus grandes de son genre, a réuni des centaines de scientifiques du monde entier. Lorsqu'on lui a demandé s'il existait une vie extraterrestre intelligente, Lee a déclaré sans détour qu'il ne fait aucun doute qu'ils existent, mais ses commentaires dits suivants ont laissé beaucoup de gens déçus, car ils s'attendaient à ce que le vétéran révèle une mine d'informations précieuses et inédites. Au lieu de cela, Lee a déclaré qu'aucune preuve n'a jamais été trouvée attestant que des races extraterrestres aient déjà visité notre planète. Il a ajouté que ceux qui croient à cette théorie ont été trompés par de faux rapports et des complotistes. Il a poursuivi en expliquant que si nous avions reçu une quelconque communication d'une race extraterrestre, l'histoire de la race humaine deviendrait complètement insignifiante en comparaison, puisque ces civilisations seraient probablement âgées de millions, voire de milliards d'années de plus que la race humaine. Il a vite exprimé son soutien aux efforts de la NASA pour trouver une vie extraterrestre, affirmant que ce travail est parmi les plus importants de l'humanité. Il n'a pas non plus écarté la possibilité que la vie puisse exister quelque part dans notre galaxie, puisque les télescopes actuellement utilisés par les scientifiques leur ont permis d'identifier jusqu'à 6000 planètes en orbite autour d'autres étoiles, tout comme la Terre. Plusieurs de ces planètes sont situées dans la zone habitable, dite zone de Goldilocks, où une planète est à la bonne distance de son étoile. Dans ce cas, de l'eau pourrait se former sur ces planètes, ce qui suggérerait que la vie pourrait également y être présente. On pense qu'il existe jusqu'à 1 billion de planètes rien que dans notre galaxie, et c'est pourquoi Lee est certain que la vie existe quelque part dans l'espace. Mais il reste catégorique qu'aucune race extraterrestre n'est jamais arrivée jusqu'à la Terre, et que toute suggestion contraire doit être prise avec des pincettes. On ne s'attendrait pas à entendre le nom du Dalai Lama du Tibet. On ne s'attendrait normalement pas à ce que le nom du Dalai Lama du Tibet soit mentionné dans la même phrase que la CIA. Mais de nouveaux documents déclassifiés de la CIA ont révélé que l'agence entretient des liens de longue date avec le chef spirituel. La CIA a commencé à s'intéresser au Tibet en 1949, après que le Dalai Lama ait rencontré Heinrich Herrer, un aventurier autrichien, alpiniste et sergent dans une organisation paramilitaire allemande. Les deux hommes se voyaient chaque semaine durant 6 mois. Peu après, Herrer a présenté le frère du dirigeant aux responsables américains à l'ambassade en Inde. Il a ensuite suggéré que le Dalai Lama quitte le Tibet, mais a ajouté qu'il devrait d'abord répudier l'accord en 17 points pour la libération pacifique du Tibet. Le Dalai Lama a décliné l'offre au motif qu'il n'avait pas reçu l'assurance que le Tibet serait soutenu par les États-Unis s'il partait. Et c'est alors que la CIA a commencé à s'intéresser à ses activités. Mais lors du soulèvement tibétain de 1959, il a commencé à craindre pour sa sécurité et il a décidé de fuir.
Il s'est déguisé en soldat avant de quitter son palais et a réussi à échapper aux soldats chinois en se rendant en Inde. Cela a été fait avec l'aide de 2 opérateurs radio formés par la CIA appelés Attar et Lotz, qui utilisaient des radios morses à manivelle pour envoyer des mises à jour sur l'évasion aux agents de la CIA à Washington. Le gouvernement américain a ensuite contacté le gouvernement indien et l'a tenu informé de l'emplacement du Dalai Lama et du succès ou non de la tentative d'évasion. Ces agents l'ont accompagné jusqu'à la frontière indienne, après quoi il s'est rendu à Dhonchala avec la bénédiction du Premier ministre indien. Quand le gouvernement chinois a appris l'évasion du Dalai Lama, il a estimé que ses raisons de fuir étaient mensongères et pleines de failles, même si beaucoup pensaient qu'il n'aurait sans doute pas survécu s'il avait été capturé. Mais ce n'était pas la fin des relations du Dalai Lama avec la CIA comme l'ont révélé des documents déclassifiés. Il montre qu'entre 1950 et 1970, la résistance tibétaine a reçu une aide pour lutter contre la République populaire de Chine. Le département d'État américain avait soutenu le Tibet durant la guerre froide en formant son armée, menant des campagnes de propagande, des opérations de renseignement transfrontalières et en créant des bureaux politiques. Cela visait à affaiblir l'emprise de la Chine sur le Tibet, et ces fonds étaient considérés comme une subvention politique, non comme un soutien direct sur le terrain. Mais l'armée n'était pas la seule à bénéficier de ces fonds de la CIA. Le Dalai Lama recevait une subvention annuelle de 180 000 $ qui était présentée comme un soutien à son lobbying international. Quant au soutien des opérations paramilitaires du Tibet, l'armée recevait 1,7 million de dollars par an afin de financer la formation des troupes et l'achat de leurs armes. L'argent devait aussi servir lors des opérations au Tibet, notamment pour perturber le gouvernement chinois par la guérilla. L'entraînement avait lieu au camp Hale, dans le Colorado, car le terrain environnant était très similaire aux conditions du Tibet. On soupçonnait depuis un certain temps que le gouvernement américain avait joué un rôle dans la fuite du Dalai Lama vers l'Inde, et que la CIA avait aidé la résistance contre le gouvernement chinois. Et grâce à ces documents, nous savons maintenant que c'était bien le cas. Longtemps, Mars a été vue comme la principale candidate à l'existence possible de vie sur une planète lointaine. Et une découverte faite là-bas en 2024 a suscité beaucoup d'enthousiasme, car les chercheurs se sont rapprochés d'une preuve que la vie aurait pu exister sur cette planète dans le passé. En juillet 2024, les scientifiques ont annoncé que le rover Perseverance, qui a atterri sur Mars en février 2021, avait découvert une roche en forme de pointe de flèche avec des propriétés très inhabituelles qui n'avaient jamais été observées auparavant sur la planète. Alors que le rover explorait un cratère nommé G0, il a trouvé la roche dans l'ancienne vallée fluviale de Naredva Vallis, qui se situe sur la paroi intérieure du cratère. Après avoir remarqué la coloration inhabituelle de la roche, les chercheurs ont été intrigués. Des études ultérieures suggèrent que ces couleurs pourraient indiquer une époque où Mars était plus humide et où la vie microbienne aurait pu y prospérer autrefois. La roche présente d'étranges teintes bleues et vertes que les chercheurs ont surnommées graines de pavot. Elle présente aussi des taches à bord sombre, dites taches de léopard, découvertes sur d'autres roches de la même zone. La plupart de ces roches contiennent beaucoup de fer, mais la teneur en oxygène varie. Elles varient aussi par leur couleur, suggérant que la matière organique aurait influencé la formation de ces motifs en décolorant différemment les roches. Il a été noté que lorsque cela se produit sur Terre, c'est une indication certaine de la présence de matière organique, et c'est pourquoi on pense qu'une telle matière a également existé sur Mars, puisqu'il ne semble pas y avoir d'autres explications à cette découverte. La théorie a été renforcée par le fait qu'en juillet 2021, le rover a découvert des signes de veines de sulfate de calcium traversant certaines des roches étudiées. Cela indique que ces roches étaient autrefois sous l'eau et que la vie aurait pu survivre sur Mars auparavant. Les sceptiques soulignent que ces colorations pourraient provenir d'une activité volcanique ancienne sur la planète, il y a des millions d'années ou plus. Mais les chercheurs n'ont jamais trouvé de preuve que ces roches aient été exposées à de si hautes températures. Tout ce qui a été découvert et documenté suggère que les roches ont été soumises à des processus à basse température, et que la création du canal de Naredva Vallis était le résultat d'énormes quantités d'eau s'écoulant dans le cratère G0, laissant derrière elle une vallée qui aurait pu contenir des formes de vie microbiennes à un moment donné. Il a été suggéré que le flux de boue qui en a résulté était rempli de composés organiques qui ont ensuite été transportés dans la vallée et que la boue s'est ensuite progressivement solidifiée pour former les roches en question.
Une seconde théorie suggère que les roches s'étaient déjà formées avant que l'eau ne s'écoule dessus, ce qui a permis à ces composés de s'infiltrer dans la roche et à entraîner les motifs étranges qui ont maintenant été observés. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de confirmer l'une ou l'autre de ces théories et aucune façon de savoir si ces marques sont réellement d'origine organique. Le rover Perseverance ne contient aucun équipement de détection de vie, car sa seule mission est de collecter des échantillons des roches trouvées sur Mars. Ces roches seront ramenées sur Terre pour des analyses approfondies. Les chercheurs pourront alors les examiner de près et, espérons-le, trouver les réponses qui nous échappent depuis longtemps. Pendant la guerre froide, on soupçonnait que l'armée américaine menait des tests chimiques non seulement sur ses propres citoyens, mais qu'elle avait également mené des opérations similaires dans d'autres pays, comme son voisin du Nord, le Canada. Ces allégations ont été vigoureusement démenties par le gouvernement, qui affirmait que, tout comme à Saint-Louis, les tests réalisés à Winnipeg visaient simplement à déterminer l'efficacité d'un écran de fumée en cas d'attaque de l'Union soviétique. Ils ont expliqué que les produits chimiques n'étaient qu'un brouillard, et que l'opération était simplement une étude défensive. Mais il est désormais établi que ce n'était pas le cas, grâce à des documents découverts par Lisa Martineau-Taylor, qui avait également écrit sur l'incident de Saint-Louis. L'inquiétude a grandi car les gouvernements locaux concernés ont aussi été trompés et ignoraient que ces tests étaient loin d'être inoffensifs pour les citoyens exposés à ces produits chimiques. Il sera révélé plus tard dans ces documents qu'un mélange chimique presque identique a été utilisé non seulement à Winnipeg, mais aussi en Alberta et à Saint-Louis lors des tests, et qu'il contenait certains agents cancérigènes qui pouvaient être dangereux s'ils n'étaient pas correctement surveillés. Les documents précisent que du sulfure de cadmium et de zinc a été embarqué sur des avions militaires américains qui ont survolé ces villes et relâché le mélange sur des citoyens qui ne se doutaient de rien. De façon choquante, ces expériences ont de nouveau été menées 11 ans plus tard dans d'autres régions, notamment à Suffield et à Medicine Hat en Alberta. La découverte de Martineau-Taylor a choqué le public et poussé à demander des réponses au gouvernement. Les documents montraient que les tests étaient représentés comme biologiques et chimiques auprès des gouvernements locaux. En secret, ils étaient considérés comme une combinaison de produits chimiques et de composants radiologiques, espérant aboutir à une arme combinée. Le sulfure de cadmium et de zinc a été ajouté comme traceur fluorescent, ce qui permettait à l'armée de suivre les retombées radioactives à travers les courants de vent si l'on décidait d'utiliser cette arme contre l'Union soviétique. Cela a été fait parce que ces particules ne pouvaient pas être détectées à l'œil nu, mais le simple fait qu'elles soient si petites les rendait d'autant plus dangereuses pour la santé de toute personne qui les inhalait. Ces documents montrent aussi que le gouvernement a un temps proposé d'ajouter d'autres éléments au mélange. Cela comprenait du phosphore radioactif 32 et un agent neurotoxique appelé VX, qui avait été utilisé par l'armée pour mener des assassinats par le passé. Un mémo datant de 1964 inclut des suggestions de l'armée américaine d'ajouter des éléments traceurs radioactifs aux essais d'armes chimiques, ainsi que l'ajout de bactéries supposément inoffensives. Mais le mémo inclut également l'emplacement des hôpitaux qui pourraient être utilisés au cas où des membres du public tomberaient malades. Beaucoup de personnes se sont plaintes d'avoir commencé à souffrir de diverses maladies après ces essais. Et seul le temps dira si le gouvernement assumera un jour la responsabilité d'avoir mené ces essais à l'insu du public. En 2021, le monde a été bouleversé par un aveu du Pentagone, dans lequel il a déclaré que plusieurs photos et vidéos prises de Pan au fil des ans étaient totalement authentiques, et que certaines avaient même été enregistrées par des membres de l'armée, en particulier de la marine américaine. Une série d'images et de vidéos a été prise en 2019, et elle montre plusieurs engins de forme et de taille différentes se déplaçant dans le ciel de manière inexplicable. Certains sont extrêmement rapides, tandis que d'autres naviguent dans le ciel avec une aisance inégalée par tout aéronef conçu par l'homme. Certains ont la forme de glands, tandis que d'autres seraient sphériques ou triangulaires, et la plupart possèdent des lumières clignotantes à l'extérieur. Le département de la Défense a confirmé ces rapports du Pentagone, mais a refusé d'en dire plus pour ne pas compromettre la sécurité opérationnelle. Ils ont précisé que révéler plus d'informations pourrait aider les ennemis des États-Unis et qu'ils ne pouvaient en dire plus sur cette affaire. Ce rapport et cet aveu sont survenus à la suite de 3 vidéos enregistrées en 2004 et 2005. Les images qui ont été publiées en avril 2020 montrent des aviateurs de la marine américaine tentant de suivre des objets non identifiés dans le ciel.
Et l'audio des enregistrements révélait à quel point ils étaient stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Dans une séquence, on peut entendre un pilote décrire comment un aéronef non identifié est en train de tourner tout en traversant le ciel à une vitesse incroyable, malgré un vent de face de 120 nœuds, défiant ainsi toutes les probabilités. Dans la deuxième séquence, on peut voir un objet voler près de la surface de l'océan. Là encore, à une vitesse impressionnante, ce qui laisse le pilote et son équipage complètement perplexes, incapables de déterminer exactement ce qu'ils sont en train de regarder. La dernière séquence, moins claire, montre un objet blanc qui, en zoomant, paraît avoir plusieurs points saillants, mais cela pourrait être une illusion d'optique liée à sa distance de la caméra. Aucune explication officielle n'a jamais été trouvée pour ces observations. Mais le Pentagone a décidé de publier les images pour rassurer le public sur le fait que les vidéos étaient authentiques et qu'elles avaient été enregistrées par du personnel militaire. De plus, la diffusion de ces extraits n'a eu aucun impact sur les enquêtes en cours à l'époque, et elle n'a pas non plus révélé d'informations classifiées qui devaient rester secrètes pour le public. Bien que le Pentagone n'ait jamais révélé qu'il s'agissait d'engins extraterrestres visitant la Terre, il a précisé que les objets restaient non identifiés et sont donc toujours considérés comme des pans ou des osnis. Un pilote a affirmé que l'objet oblong vu avec un collègue pouvait accélérer d'une façon jamais observée auparavant. D'abord, il planait silencieusement au-dessus de l'eau, puis a soudain accéléré à une vitesse incroyable, inatteignable pour tout engin humain. L'ancien chef de la majorité démocrate au Sénat, Henry Reid, a déclaré que ces 3 vidéos ne faisaient qu'effleurer la surface des recherches et du matériel collecté par l'armée américaine au fil des ans, et il pensait que le gouvernement devrait prendre des mesures sérieuses pour évaluer les implications que ces objets pourraient avoir sur la sécurité nationale. John Radcliffe a ajouté que de nombreuses autres observations similaires ont été enregistrées, mais jamais rendues publiques. Pendant des années, les citoyens américains soupçonnaient être surveillés par l'Agence de sécurité nationale du gouvernement, sans pouvoir prouver leurs inquiétudes. Le gouvernement, souvent interrogé sur ce sujet, a toujours nié pratiquer ce type de surveillance, affirmant que la vie privée du public était une priorité et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais la NSA n'aurait jamais pu s'attendre à ce que leurs secrets soient révélés au monde entier en 2013 grâce à un homme appelé Edward Snowden. Il révélera plus tard qu'il a rejoint l'armée en 2004 parce qu'il se sentait obligé de libérer les gens de l'oppression. Cependant, sa carrière militaire a été de courte durée lorsqu'une blessure à la jambe a entraîné sa libération administrative seulement 4 mois après avoir été nommé candidat aux forces spéciales. Par la suite, il a décroché un emploi comme agent de sécurité au centre d'études avancées sur le langage de l'Université du Maryland, qui était parrainé par la NSA. En 2006, il s'est vu offrir un poste à la CIA et il a commencé à travailler à la division des communications mondiales en Virginie, grâce à ses compétences informatiques remarquables. Il a ensuite suivi des cours à l'école secrète de la CIA pour les experts en technologie et en 2007, il a été envoyé en Suisse, où il assurait la sécurité des réseaux informatiques. Mais en 2009, la CIA a commencé à soupçonner Snowden de tenter d'accéder à des fichiers classifiés et il a décidé de démissionner. La même année, il a commencé à travailler pour la société informatique Dell et il a été affecté à la base aérienne de Yokota à Tokyo, au Japon, où il était de nouveau chargé de la sécurité des réseaux. Pendant qu'il était là-bas, il a commencé à enquêter sur la surveillance de masse des citoyens en Chine. Et ce qu'il a découvert l'a amené à lancer une enquête sur la NSA. Il est rentré aux États-Unis en 2011 et l'année suivante a commencé à télécharger des documents classifiés sur les programmes de surveillance électronique du gouvernement. Il a déclaré qu'il avait décidé de démissionner de son poste chez Dell après avoir vu James Clapper, le directeur du renseignement national, commettre un parjure sous serment et il a décidé d'intensifier son enquête sur la NSA. Il a ensuite commencé à travailler pour Booz Allen Hamilton, où il a commencé à rassembler autant d'informations qu'il le pouvait. Après 2 mois, il a décidé de déménager à Hawaï, et une fois sur place, il a réussi à obtenir un accès supplémentaire au dossier de la NSA. Il a vite découvert des preuves que la NSA espionnait des citoyens américains. Et selon Snowden, il a essayé de signaler cela à ses supérieurs, mais ils ont décidé de ne pas donner suite à ses déclarations, par crainte de perdre leur emploi ou même d'être envoyés en prison. On lui a dit de ne pas révéler ce qu'il avait découvert. Mais en mai 2013, il a décidé de déménager à Hong Kong, où il a rencontré Ewan McGaskill, un correspondant du journal The Guardian, et des informations ont été échangées.
Le 5 juin de cette année-là, le public a vu ses soupçons d'être espionné par le gouvernement confirmés. Quand The Guardian a publié le premier d'une série d'articles prouvant que la NSA avait collecté sans autorisation les relevés téléphoniques de plus de 120 millions d'utilisateurs Verizon sur ordre du tribunal. S'ensuivit une avalanche d'informations sur les activités de la NSA. Il a été révélé qu'il surveillait les emails, appels, SMS et discussions vidéo de citoyens ordinaires, collectant des informations sur des sites comme Google, Facebook, Yahoo, etc. Des compagnies téléphoniques ont été piratées et des câbles à fibre optique mis sur écoute, ainsi que plusieurs télécopieurs cryptés dans une ambassade de l'Union européenne. La théorie du complot, d'abord démentie par le gouvernement américain, s'est révélée vraie. Et depuis lors, la perception du public envers la NSA n'a fait qu'empirer, car on pense que ce type de surveillance se poursuit encore aujourd'hui. Dans la communauté PAN, on évoque souvent que des extraterrestres nous visitent sans mauvaises intentions et veulent nous apprendre à vivre en paix, sans guerre ni armes nucléaires. Certes, il est impossible de le prouver, mais les ufologues pensent être tombés sur des données à l'appui de cette théorie, car des centaines de pannes ont été observées près de sites d'essais nucléaires depuis des décennies. Dans une étude récente, des photos prises par l'observatoire Palomar entre 1949 et 1957 montrent un schéma étrange dans le comportement de ces pans. Chaque fois qu'ils étaient vus et photographiés, ils se rendaient sur des sites où des essais d'armes nucléaires venaient d'être effectués. Ces premières observations ont été faites dans le cadre du projet Sources apparaissant et disparaissant au fil d'un siècle d'observation, mieux connu sous l'acronyme VASCO. Ce projet est dirigé par une astronome appelée Béatrice Villaroux, et il semble identifier et archiver des objets dans le ciel, comme des étoiles, qui sont soudainement apparus ou disparus pour des raisons inconnues. Le système examine des relevés modernes et historiques du ciel pour repérer des objets semblant être apparus ou disparus. Cela se fait en comparant des photos prises d'une région particulière de l'espace à d'autres qui ont été prises plus tard. Parfois, des étoiles disparaissent soudainement, tandis que d'autres apparaissent là où régnait l'obscurité de l'espace. Dans la plupart de ces cas, on pense que ces objets sont des astéroïdes ou des fragments de plaques photographiques. Mais sur certaines de ces photos, ils semblent être des engins inexplicables ou des pans. Les chercheurs ont été intrigués en constatant que l'augmentation de ces observations coïncidait avec les dates des essais nucléaires. Les données recueillies sur une période de 2718 jours ont été analysées et comparées aux dates auxquelles des essais nucléaires ont été réalisés. Et une corrélation a rapidement été identifiée. Les résultats ont montré qu'en moyenne, il y avait une probabilité accrue de 45% que ces objets inexpliqués apparaissent après un essai nucléaire. Et étrangement, chaque fois que quelqu'un signalait avoir vu un pan pendant cette période, l'activité augmentait jusqu'à 8,5%. Bien que tous ces objets ne soient pas considérés comme des engins extraterrestres ou des pans, il est indéniable qu'il se passe quelque chose dans le ciel chaque fois que ce type de test est effectué dans différentes régions du monde. À un moment donné, il a été suggéré que ces objets étaient le résultat de débris atmosphériques éjectés dans l'atmosphère terrestre par une explosion atomique. Mais cette hypothèse a été écartée, car la plupart de ces anomalies surviennent environ 24 heures après un essai nucléaire. Cela a amené de nombreux ufologues à penser que les extraterrestres portent un vif intérêt à nos capacités nucléaires, et qu'ils visitent la Terre depuis très longtemps. Ernest Hemingway restera à jamais un auteur légendaire. Il est responsable de la publication des célèbres histoires Le vieil homme et la mer, L'adieu aux armes, pour qui sonne le glas, et Le soleil se lève aussi, qui sont encore aujourd'hui considérés comme de grandes œuvres. Cependant, peu savent qu'il avait, selon certains, une personnalité irritante, surtout avec d'autres écrivains. Il se moquait souvent de leurs capacités, buvait beaucoup et devenait agressif envers les autres. Il était aussi un chasseur passionné et un homme de plein air avec, selon beaucoup, un ego énorme qu'on ne pouvait pas contenir. Malgré cela, il avait aussi plusieurs insécurités, dont l'une était le fait qu'il avait peur du noir, et ce, pour de bonnes raisons. Pendant qu'Hemingway servait pendant la Première Guerre mondiale, il a été blessé et selon tous les témoignages, il a eu de la chance de survivre. Il a expliqué que, alors qu'il était allongé sur le sol au beau milieu de la nuit après avoir été blessé, il a senti son âme quitter son corps et il croyait qu'il allait mourir. Mais il a ensuite senti son âme revenir. Et depuis cette nuit-là, il gardait une lumière allumée pendant qu'il dormait. Et à de nombreuses reprises, sa sœur devait rester éveillée avec lui pendant qu'il souffrait de crises de panique.
Malgré cela, il se vantait vite des boxeurs battus et des médailles gagnées durant son service militaire, même si ses propos étaient souvent très exagérés. Ce qui ajoutait à ces insécurités, c'était l'insistance d'Hemingway sur le fait qu'il était surveillé par le gouvernement à cause de ses opinions antifascistes de gauche très affirmées dont il avait beaucoup parlé par le passé. Chaque fois qu'il exprimait ses craintes, ses amis le trouvaient paranoïaque, sachant qu'il avait parfois des problèmes de santé mentale. Mais plus tard, ces inquiétudes se révéleront fondées. Nous savons maintenant, grâce à la publication des dossiers d'Hemingway par le FBI, que l'agence a commencé à le surveiller dans les années 1930. Il avait déjà attiré l'attention du FBI lorsqu'ils ont découvert son soutien au gouvernement républicain en Espagne pendant la guerre civile espagnole. J. Edgar Hoover est cité comme ayant qualifié Hemingway d'antifasciste prématuré. Quand il a affiché son soutien aux ambitions de Fidel Castro durant la révolution cubaine, le FBI a intensifié sa surveillance. Le dossier du FBI sur Hemingway contient plus de 100 pages d'informations sur l'auteur, et il comprend des ordres de Hoover pour que ses téléphones soient mis sur écoute. Il révèle aussi que son médecin à la Mayo Clinic a transmis au FBI du Minnesota des informations sur sa santé et son état mental. De plus, le dossier contient des notes de service d'agents de terrain qui ont imaginé des moyens de ternir la réputation de Hemingway aux yeux du public, bien qu'on pense qu'aucun de ses plans n'ait jamais été mis à exécution. Le FBI le suivait partout où il allait. Ses finances étaient constamment surveillées, et il le surveillait même lorsqu'il était hospitalisé. Cela a eu un effet profond sur l'état mental de l'auteur, et même si ses inquiétudes étaient rejetées par ses amis comme de la paranoïa, nous savons maintenant que ce n'était pas le cas. Pendant des siècles, des gens ont rapporté avoir vu des objets étranges voler dans l'atmosphère terrestre. Et à l'époque contemporaine, des observations similaires ont été signalées par des astronomes professionnels et amateurs qui ont aperçu de tels objets voyager dans l'espace. Bien que beaucoup de ces rapports aient été démystifiés, beaucoup d'autres restent encore inexpliqués, car ces engins, appelés PAN, semblent faire preuve d'une maniabilité et de vitesse qu'aucun appareil terrestre n'est capable d'atteindre. Ces facteurs sont fréquemment inclus dans les observations signalées, dont beaucoup figurent dans la base de données Enigma. La base de données est alimentée par l'intelligence artificielle, et à l'heure actuelle, elle contient plus de 30 000 observations qui ont été ajoutées par des utilisateurs de pays du monde entier. Ce projet vise à recueillir un maximum d'observations afin de pouvoir extrapoler des données scientifiques structurées. L'application, installable sur tout smartphone ou appareil similaire, contient des données issues d'observations récentes et de rapports anciens. Les utilisateurs sont autorisés à mettre en ligne toutes les photos ou vidéos enregistrées lors de l'observation, après quoi un modèle d'IA les analyse pour détecter tout comportement anormal, comme une vitesse impossible ou une maniabilité inimaginable. Les utilisateurs peuvent également parcourir les observations signalées par d'autres personnes, y compris les rapports concernant des océanies ou objets submersibles non identifiés qui ont été aperçus avec une régularité croissante au cours des dernières années. Depuis août 2025, pas moins de 9000 observations d'OSNI ont été ajoutées à la base de données. Et la communauté des PAN a commencé à s'y intéresser alors que son attention se tournait vers les OSNI. La majorité de ces observations ont eu lieu sur les côtes américaines, suscitant de nombreuses spéculations. Les témoins ont rapporté que ces objets défiaient les lois de la physique, plongeant dans l'océan à grande vitesse sans être affectés. Une fois sous l'eau, leur vitesse reste la même et ils peuvent glisser sans effort comme s'ils se déplaçaient encore dans l'air, ce qui est incompréhensible. Certains témoignages viennent de sous-marins ayant détecté ces objets se déplaçant sous l'eau à des vitesses impossibles. Au moins 500 de ces observations ont eu lieu à moins de 5 miles de l'une des côtes américaines, et 150 autres objets ont été vus en train de planer au-dessus de l'eau avant d'y plonger. D'autres ont été aperçus voyageant juste sous la surface de l'océan avant de s'envoler dans le ciel sans le moindre effort apparent. La Californie et la Floride ont enregistré la majorité des activités signalées, les utilisateurs de l'application ayant ajouté plus de 300 cas pour chacune de ces régions depuis 2022 années du lancement de l'application. Il a aussi été révélé que ce phénomène survient souvent en groupe près de certaines zones côtières, alimentant des spéculations sur une possible menace pour la sécurité nationale. Certains théoriciens du complot pensent que cette activité est tout à fait logique. Ils estiment que si un PAN ou un OSNI devait venir sur Terre, il aurait besoin de trouver un endroit pour se dissimuler, et l'océan lui offrirait la cachette parfaite.
Ils avancent aussi que le refus du gouvernement américain d'approfondir ces observations montre qu'il est au courant de l'existence de ces engins et maintient le public dans l'ignorance sur les races extraterrestres ayant visité notre planète. Il est rapporté que dans une vidéo qui a été mise en ligne sur la base de données Enigma, 2 OSNI peuvent être vus en train de se déplacer dans l'eau et de s'illuminer pendant qu'ils le font. D'autres présentent des objets semblables défiant les lois connues de la physique, provoquant de grands débats en ligne. Les théoriciens du complot espèrent que la création de cette base de données obligera enfin les gouvernements du monde à admettre que les extraterrestres existent réellement et qu'ils visitent notre planète depuis des siècles. Mais il reste à voir si cela sera fait et si ces affirmations sont vraiment vraies. Lorsque le journaliste d'investigation Duncan Campbell a été sollicité par BBC Scotland pour réaliser une série documentaire en 6 épisodes sur les secrets que le gouvernement avait cachés au peuple britannique. Il ne s'attendait pas à être soumis à des injonctions au silence lui interdisant de révéler ses découvertes. Tout a commencé en 1986, lorsque Duncan a commencé à filmer à la base de la Royal Air Force de Menwith Hill, dans le North Yorkshire, pour le documentaire intitulé Secret Society. Dès que le quartier général des communications du gouvernement a découvert le tournage et que Campbell avait interrogé Ronald Mason, le conseiller scientifique en chef du ministère de la Défense, au sujet d'un programme satellite secret appelé Zircon, ils se sont inquiétés. Campbell avait découvert que le satellite servirait à la collecte de renseignements et n'avait pas été correctement examiné par le gouvernement, 2 éléments qui feraient, selon lui, un excellent documentaire. Le gouvernement a fait pression sur la BBC qui a finalement décidé de ne pas diffuser la série. Cela n'a toutefois pas découragé Campbell, qui a cherché d'autres moyens d'informer le public. Après avoir appris ces projets, le gouvernement a demandé une injonction pour en empêcher la diffusion. Puis, le 21 janvier de l'année suivante, le gouvernement a appris que le documentaire serait projeté à la Chambre des communes par un groupe de députés. Mais une fois de plus, ils ont trouvé un moyen de l'interdire. Alan Prothero, le directeur général adjoint de la BBC, a contacté le directeur général de la BBC, Alastair Milne, en déclarant que l'épisode spécifique contenant des informations sur le satellite Zircon ne devait pas être diffusé, car il pensait que cela poserait un problème de sécurité nationale, et le ministère de la Défense était d'accord. Il a été décidé que Milne et quelques gouverneurs triés sur le volet devaient regarder le documentaire afin de déterminer la quantité d'informations sensibles qu'il contenait. Après quoi il a été conclu qu'il pourrait être diffusé dès que quelques petites modifications seraient apportées. Il a été décidé que l'épisode sur le satellite Zircon ne serait pas diffusé, bien que plusieurs gouverneurs pensaient qu'il ne serait pas aussi nuisible que le gouvernement le disait. La BBC a été autorisée à diffuser le documentaire pendant la période des fêtes de 1986, mais Milne s'est assuré que l'épisode sur Zircon ne serait pas inclus. Mais les conséquences de ces décisions apparurent rapidement. En janvier 1987, le journal The Observer a publié un article sur l'injonction de silence qui avait été émise contre Campbell. Et 3 jours plus tard, il a reçu une nouvelle injonction qui l'empêchait d'écrire ou de discuter du satellite, ainsi que de l'épisode qui n'avait pas été diffusé. Néanmoins, il a publié un article dès le lendemain, ce qui a poussé le gouvernement à déposer une nouvelle injonction. Et la branche spéciale de la police métropolitaine a reçu l'ordre d'identifier les membres du GCHQ qui avaient été interviewés pour l'article afin de déterminer si la loi sur les secrets officiels avait été violée. Ce qui a suivi, c'est une série de perquisitions dans les bureaux de la BBC au domicile de Campbell, ainsi que dans les maisons des chercheurs avec lesquels il avait travaillé lors de la réalisation de la série. Mais dès le 29 janvier, des copies de l'épisode Zircon avaient été obtenues par des organisations de défense des libertés civiles, et plusieurs projections publiques ont eu lieu. Cela a confirmé la conviction que les théoriciens du complot avaient depuis un certain temps que le satellite était destiné à être utilisé pour la surveillance secrète de l'Union soviétique, de l'Europe et d'autres régions. Mais le projet a rapidement été annulé en raison de son coût élevé et du fait que l'existence du satellite avait été révélée, ce qui le rendait donc inutile. Vénus n'est pas la seule planète du système solaire où l'on a pensé qu'il pourrait y avoir de la vie. En 2025, il a été annoncé que des scientifiques avaient découvert quelque chose sur Encelade, qui est l'une des lunes de Saturne. Les données en question ont été recueillies lors de la mission Cassini de la NASA en 2008, qui a été soutenue par l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne. L'objectif de la mission était d'étudier Saturne de plus près et d'en apprendre davantage sur ses anneaux et ses satellites, qui comprennent environ 270 lunes dont Encelade.
Lorsque de nouvelles analyses ont été effectuées sur les données récupérées lors de cette mission, les chercheurs ont remarqué que certains composés organiques avaient été détectés sur Encelade, ce qui était complètement passé inaperçu auparavant. On sait qu'Encelade contient un océan sous sa surface gelée et que des particules de glace ont été éjectées à travers la surface par le passé. C'est à l'intérieur de ces panaches que les composés ont été découverts et cette découverte a bouleversé le monde scientifique. Les particules ont été collectées à environ 21 km de la surface d'Encelade. Et pour la première fois, cela a suggéré que la vie pourrait exister sur cette lune, ou qu'elle aurait pu y exister il y a très longtemps. La tâche à laquelle les chercheurs sont confrontés maintenant est de déterminer si ces composés organiques sont encore actifs ou s'ils sont devenus dormants dans l'atmosphère glacée. Il a été suggéré que ces particules pourraient faire partie d'un processus chimique similaire à ceux de la Terre, au cours duquel la vie est créée. Lors des études antérieures d'Encelade, des particules vieilles de plusieurs années ont été détectées. Mais lors de la mission Cassini, celles collectées en traversant un panache éjecté de la surface n'avaient que quelques minutes. Cela a offert aux scientifiques un aperçu inédit de la Lune, car la glace collectée venait d'être éjectée de la surface. Il a également été déterminé auparavant que l'un des anneaux de Saturne contenait des composés organiques, renfermant à la fois de l'azote et de l'oxygène. On pense que ces particules ont également été éjectées de la surface d'Encelade, et que l'océan, sous sa surface, pourrait receler bien plus de surprises que ce que quiconque avait imaginé. On espère maintenant que ces particules pourraient constituer les éléments de base nécessaires aux réactions chimiques, et que ces réactions pourraient aboutir à la formation de formes de vie, tout comme sur Terre. Grâce aux données recueillies lors du survol, il est maintenant confirmé que l'anneau E de Saturne a été créé par la glace éjectée d'Encelade, comme on le soupçonnait depuis de nombreuses années après la détection des premiers composés. Grâce à cette découverte, l'Agence spatiale européenne espère pouvoir créer un programme spatial dédié qui verrait une sonde être envoyée à nouveau vers Saturne. Mais cette fois, on espère qu'elle pourra atterrir sur la surface de sa Lune afin que des recherches supplémentaires puissent être menées. Le processus est déjà en cours, les scientifiques ayant commencé à discuter des instruments nécessaires. Et avec le temps, nous pourrions découvrir que la vie est effectivement possible sur Encelade, même sous ses formes les plus infimes. La pandémie de Covid-19 qui a plongé le monde dans le chaos à la fin de 2019 fait toujours l'objet de débats. Des années plus tard, alors que les gens du monde entier débattent des effets du vaccin sur les patients, de la possibilité d'une nouvelle épidémie et de qui est réellement responsable de la propagation initiale du virus à travers le monde. Le premier patient ayant contracté le virus a été identifié le 1er décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Au départ, on pensait qu'ils avaient contracté le virus en visitant le marché de gros de fruits de mer du Hunan, mais ils ont affirmé ne pas y être allés depuis un moment. Néanmoins, beaucoup de gens pensaient que ce marché était la source de l'épidémie qui a suivi, et que la nourriture vendue là-bas devait être évitée à tout prix, et que les habitants de la ville devaient éviter complètement le marché. Mais très vite, plusieurs autres théories du complot ont commencé à émerger, non seulement en Chine, mais partout dans le monde, alors que les gens se demandaient où l'épidémie avait réellement commencé et qui était responsable du confinement qui a suivi. Il a été suggéré que les chauves-souris pouvaient servir de réservoir idéal pour le virus, et pendant un certain temps, on a cru qu'elles étaient responsables de la propagation du virus. Ces affirmations ont pris de l'ampleur à cause d'une vidéo rapidement devenue virale en ligne. Elle montrait un blogueur de voyage chinois mangeant un bol de soupe de chauve-souris en Micronésie, et les gens du monde entier ont commencé à croire que ce plat était bien plus courant qu'il ne l'était réellement. On a suggéré que les chauves-souris sont souvent consommées en Chine, mais cela a été démenti. Cependant, beaucoup de théoriciens croyaient ces animaux responsables de l'épidémie. Lorsque l'on a découvert que les chauves-souris n'étaient pas un aliment courant, la théorie a été modifiée car les gens ont commencé à suggérer que le virus avait été transmis des chauves-souris à d'autres animaux, comme les civettes, les chiens et les pangolins. Ils estiment que le virus est passé de ces animaux aux humains, rendant sa propagation inévitable. Des tests sur le marché de fruits de mer ont trouvé des traces du virus chez des animaux vivants vendus sur place. Le gouvernement chinois pensait que le virus venait de l'étranger via des aliments surgelés importés. Mais cette théorie a vite été démentie. Certaines des théories les plus radicales suggéraient que le virus possédait des propriétés d'armes biologiques ou qu'il provenait en réalité de la base militaire de Fort Detrick dans le Maryland.
La théorie la plus répandue a affirmé que le virus avait été créé puis échappé d'un laboratoire de Wuhan, suite à l'exposition accidentelle d'un employé lors de la manipulation d'échantillons. L'Organisation mondiale de la santé jugeait cela très improbable. Mais les années suivantes ont montré que c'était l'explication la plus plausible, malgré la persistance du gouvernement chinois à affirmer que le laboratoire n'était pas en cause. En janvier 2025, la CIA a terminé une évaluation de l'épidémie et a rapporté qu'il était bien plus probable que l'épidémie ait commencé dans le laboratoire plutôt qu'à partir d'animaux sauvages. Bien que cette théorie n'ait en aucun cas été définitivement prouvée, la plupart des gens s'accordent à dire qu'elle offre l'explication la plus probable de l'épidémie et de l'état de désarroi auquel le monde a été confronté dans les mois qui ont suivi. En 2023, David Grusch s'est fait connaître comme lanceur d'alerte. Avant de faire diverses déclarations extravagantes sur les recherches du gouvernement américain concernant les extraterrestres, il a été officier du renseignement de l'US Air Force durant 14 ans. Jusqu'en 2023, il a également mené des recherches sur les pannes tout en travaillant pour une agence du département de la Défense des États-Unis. Et il a depuis affirmé que c'est pendant cette période qu'il a pris connaissance de certains des secrets du gouvernement sur le sujet. Lors de son intervention à la commission de surveillance de la Chambre à Washington, en 2023, Grusch a affirmé que le gouvernement avait découvert des êtres non humains et que le public ignorait totalement ce qui se passait réellement. Il a aussi déclaré que le gouvernement détient plusieurs vaisseaux spatiaux de ces créatures et tente d'analyser par rétro-ingénierie une partie de la technologie récupérée. Il a déclaré que, dans le cadre de ses fonctions officielles, il a pris connaissance d'un certain programme mené par le gouvernement américain, qui consistait à identifier, récupérer et analyser par rétro-ingénierie des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et de plus, il a affirmé qu'à un moment donné de sa carrière au sein du gouvernement, il avait été chargé de lancer une enquête sur les informations que l'armée, le département de la Défense et d'autres agences américaines détenaient sur les PAN et les extraterrestres. Mais dès qu'il a progressé, on lui a refusé l'accès aux dossiers nécessaires, car ils étaient très classifiés. Il a décidé de rendre publiques ses déclarations et a précisé que dès qu'il a commencé à révéler ce qu'il savait, il a subi des représailles affectant sa vie personnelle et sa réputation professionnelle. Lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, il a déclaré qu'il connaissait plusieurs personnes qui avaient été blessées ou avaient subi des préjudices après avoir pris connaissance de ces informations classifiées. Il estime que cela montre que le gouvernement fera tout pour garder ces informations secrètes, même au détriment d'autrui, puisqu'il a déjà craint pour sa vie. Il a décidé de révéler ce qu'il savait dans l'espoir que le gouvernement et certains organismes deviendraient plus transparents sur ce qu'ils savaient et que le public obtiendrait enfin des réponses à ce mystère déroutant qui nous laisse perplexes depuis si longtemps. À la suite des révélations de Grusch, le député républicain Tim Burchett a révélé qu'il était le co-chef d'une équipe d'enquête sur les ovnis, et il a ajouté que le gouvernement américain possédait des preuves de technologie qui dépassent facilement les lois normales de la physique sur notre planète. Il a ajouté que certains de ces engins spatiaux récupérés pourraient réduire la Terre à une simple briquette de charbon. Étrangement, il a minimisé ses propos quelques jours plus tard, mais il a déclaré avoir rencontré de la résistance de la part du Pentagone et des personnes travaillant dans la communauté du renseignement. Quant à Grusch, lorsqu'on lui a demandé ce qu'étaient devenus les pilotes qui avaient piloté ces engins spatiaux récupérés, il a laissé entendre que des créatures biologiques avaient été retrouvées et qu'elles avaient été confirmées comme non humaines par des personnes travaillant sur le programme mentionné précédemment. Il a déclaré qu'un engin particulier qui avait été récupéré faisait à peu près la taille d'un terrain de football et qu'un autre engin en forme de cloche avait été récupéré en Italie en 1933 avant d'être transporté aux États-Unis pour des études supplémentaires. Enfin, il a déclaré qu'il n'avait jamais vu aucun de ces engins de ses propres yeux, mais que les informations qui lui avaient été révélées lui avaient été transmises par des responsables du renseignement de haut niveau au cours de son enquête. La Thaïlande connaît bien les coups d'État militaires. Depuis 1932, le pays a vu son gouvernement renversé par pas moins de 12 de ses coups d'État, dont l'un a eu lieu le 22 mai 2014. Et depuis lors, les réfugiés et demandeurs d'asile y vivent dans la peur. À cette occasion, les forces armées royales de Thaïlande se sont opposées au gouvernement intérimaire de l'époque, après quoi le Conseil national pour la paix et l'ordre a suspendu la constitution du pays, détenu des centaines de personnes et restreint les libertés civiles des citoyens. Très rapidement, le gouvernement a commencé à surveiller toute personne se trouvant en Thaïlande en tant que réfugié ou demandeur d'asile, dont l'une était une descendante cambodgienne appelée Pompana, qui en 2023 vivait dans la province de Rayong.
Le 22 août de cette année-là, 3 hommes à bord d'une Chevrolet Malibu ont commencé à surveiller son bureau, et alors qu'il passait en voiture, il a remarqué que l'un des hommes avait pris des photos de lui. Il ne savait pas quoi penser et est retourné travailler comme d'habitude. Mais son sentiment initial de crainte s'est rapidement avéré justifié. Lorsque les hommes sont revenus environ 15 minutes plus tard, il a enfourché son scooter pour suivre le véhicule, voulant demander aux hommes qui ils étaient et pourquoi ils l'observaient. Les images de vidéosurveillance montrent Pana rattraper le véhicule, se placer devant, puis les 3 hommes sortir de la Chevrolet et s'approcher de lui. Pana déclarera plus tard qu'ils ne lui ont jamais rien dit avant de commencer à l'agresser en pleine vue des passants. Il est vite devenu évident que l'attaque était liée à une série de lettres que Pana avait reçues du Parti du peuple cambodgien, dans lesquelles ils exigeaient qu'il retourne dans son pays d'origine et qu'il rompe tout lien avec le Parti du salut national du Cambodge. On lui a dit que s'il acceptait, il obtiendrait un poste élevé au sein du gouvernement et beaucoup d'argent, mais il a refusé l'offre pour ensuite faire face à du harcèlement et des menaces dans les mois qui ont précédé l'attaque. Ce n'était que l'un des centaines d'incidents similaires survenus au fil des décennies depuis le renversement du gouvernement. Dans le passé, la Thaïlande était considérée comme un refuge pour les réfugiés et les demandeurs d'asile qui devaient fuir leur propre pays. Mais sous le nouveau régime, cela a changé très rapidement. Lorsque des personnes ont commencé à disparaître sans explication, une théorie du complot est apparue selon laquelle les réfugiés étaient intentionnellement enlevés et victimes de disparitions forcées en Thaïlande, en plus du harcèlement et de la violence auxquels ils étaient confrontés. Ces incidents sont encore courants dans le pays malgré le fait qu'en 2012, son gouvernement a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes qui n'a pas été approuvée ni appliquée. Les statistiques montrent qu'entre 1980 et 2023, au moins 93 personnes ont été victimes de disparitions forcées et 77 de ces cas n'ont jamais été résolus car ces personnes restent portées disparues à ce jour. Mais il y a de l'espoir que ces actes prennent fin, car en 2024, la Thaïlande a informé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes de son nouvel instrument de ratification, par lequel elle cherche à mettre fin à ces disparitions. Lorsque l'on parle de la vie sur d'autres planètes, la plupart d'entre nous n'envisageraient même pas de mentionner Vénus, puisque son atmosphère est extrêmement dense et qu'elle contient environ 96% de dioxyde de carbone, 3,5% d'azote et des nuages d'acide sulfurique. Mais c'est probablement parce que les gens font l'erreur de considérer la vie extraterrestre comme des créatures humanoïdes qui habitent une planète. Les scientifiques cherchent surtout des microbes ou bactéries sur d'autres planètes, plutôt que des créatures étranges vues au cinéma. Il serait presque impossible de détecter ces organismes avec la technologie actuelle. C'est pourquoi les chercheurs recherchent plutôt des signes de leur existence sur des planètes lointaines comme Vénus. En 2024, des astronomes qui assistaient à la Réunion nationale d'astronomie qui s'est tenue à Hull, en Angleterre, ont révélé qu'ils avaient fait une découverte remarquable. En étudiant Vénus, ils ont remarqué la possible existence de phosphine dans son atmosphère, bien que les scientifiques débattent depuis longtemps de cette possibilité. De plus, un deuxième groupe de chercheurs a révélé qu'il avait détecté la présence d'ammoniac dans l'atmosphère de Vénus. Ces 2 gaz sont des biosignatures, leur présence pouvant indiquer la vie sur toute planète où ils sont détectés. Les scientifiques ont rapidement souligné que la présence de ces gaz ne signifie pas nécessairement qu'il y a de la vie sur ces planètes. Mais cette découverte a conduit à une étude plus approfondie de Vénus afin de trouver des réponses plus définitives. De plus, ces gaz pourraient indiquer que Vénus a autrefois été recouverte de formes de vie et que les plus résistantes d'entre elles ont d'une manière ou d'une autre réussi à survivre aux conditions extrêmement difficiles de la planète contre toute attente. Vénus aurait connu une période chaude et humide favorable à la vie avant de devenir inhospitalière en raison du réchauffement climatique ayant ravagé son atmosphère et sa surface. Certaines formes de vie très petites ont peut-être réussi à s'adapter et survivent encore aujourd'hui. C'est comparable à certaines formes de vie sur Terre, comme les extrémophiles qui sont capables de survivre dans les conditions les plus improbables. Cela inclut les thermophiles et hyperthermophiles, capables de vivre à des températures extrêmement élevées, comme dans les sources chaudes et vents hydrothermaux marins, hostiles à la plupart des autres formes de vie. À l'opposé, les psychrophiles survivent à des températures très froides, notamment dans les glaciers de l'Arctique. Les acidophiles prospèrent
dans des conditions extrêmement acides, et les halophiles n'ont aucun problème à survivre dans des environnements extrêmement riches en sel, comme les salines. Ce sont ces types de formes de vie que les scientifiques recherchent, et il est donc compréhensible que les chercheurs soient enthousiastes à l'idée qu'il puisse y avoir de la vie sur Vénus, même si ces découvertes n'ont pas encore été confirmées. Le gaz phosphine qui a été détecté existe également sur Terre, et il est produit par des microbes vivant dans des environnements avec très peu d'oxygène. Il aurait été suggéré que le gaz a été produit par des volcans à la surface de Vénus, mais il convient de noter que, bien que la phosphine soit effectivement produite de cette manière, seule une petite quantité est libérée, il est donc beaucoup plus probable qu'elle soit produite par une forme de vie quelconque. Des résultats similaires ont été rapportés sur Vénus en 2020, mais l'idée d'une vie a été abandonnée faute de pouvoir reproduire ces résultats. Puis, en 2024, le télescope James Clerk Maxwell a été utilisé pour détecter du gaz phosphine, relançant une fois de plus le débat, et seul le temps dira si ces découvertes seront confirmées dans un avenir proche. Les tests chimiques sont une affaire très compliquée, car il n'est pas permis de tester ces substances sur des humains. Cela complique la tâche des concepteurs pour anticiper les effets sur le corps humain. On sait toutefois que certains produits chimiques sont utilisés par des gouvernements du monde entier pour diverses raisons. Et cela a amené les théoriciens du complot à suggérer que ces gouvernements ont mené des tests chimiques sur des citoyens ordinaires à leur insu. On sait maintenant que c'était le cas, grâce à un rapport de la professeure Lisa Martino-Taylor du St. Louis Community College, Missouri. Son rapport précisait qu'on savait déjà que le gouvernement avait pulvérisé des produits chimiques inoffensifs, tels que zinc, cadmium et sulfure, sur la ville dans les années 1950. À l'époque, personne n'y faisait vraiment attention. Mais il a ensuite été révélé que le mélange contenait également un additif radioactif qui ne figurait pas sur la liste des produits chimiques approuvés pour l'opération. Bien que cela donne une image sombre, des détails encore plus troublants ont vite suivi. Martino-Taylor a aussi découvert, grâce aux descriptions et photos trouvées, que ces produits chimiques étaient surtout libérés au-dessus de communautés à faible revenu, exposées à des particules radioactives. La plupart des pulvérisations ont eu lieu au-dessus du complexe résidentiel Pruitigo, où jusqu'à 10 000 personnes vivaient dans des logements sociaux. Avant les pulvérisations, l'armée a informé qu'elle ne diffusait pas de produits chimiques, mais testait des écrans de fumée en cas d'attaque russe. Des produits chimiques ont été dispersés dans l'air au-dessus de Saint-Louis à l'aide de souffleurs motorisés ou de ventilateurs placés sur des immeubles et sur le complexe résidentiel. D'autres ont été placés sur le toit d'école et à l'arrière de Breaks. Avant que ces révélations ne soient publiques, un examen indépendant a conclu que l'exposition au sulfure de cadmium et de zinc n'avait eu aucun effet néfaste, et que cela n'était pas plus dangereux pour le public que respirer l'air urbain. C'était avant que l'on sache que l'armée avait ajouté des particules radioactives. En 2012, il a été révélé qu'une entreprise agricole connue sous le nom de Monsanto avait été approchée par le gouvernement. Et il savait parfaitement que des substances toxiques avaient été ajoutées au mélange pulvérisé sur les habitants de Saint-Louis. Cela a été affirmé dans une plainte déposée. Non seulement Monsanto, mais aussi Parsons Government Service et SRI International étaient impliqués dans l'expérience, qui a débuté en 1953 et s'est poursuivie pendant la majeure partie d'une décennie. Les informations recueillies par le plaignant dans le procès, Benjamin Phillips Sr., ont montré que l'expérience avait été nommée « études chimiques involontaires sur les résidents de pays » et que le complexe résidentiel Pruitigo avait été spécifiquement ciblé. Lors des tests, Phillips vivait déjà dans le complexe et, avec d'autres résidents, a rapidement commencé à souffrir de problèmes psychologiques et d'autres blessures non précisées. Il a ajouté que le gouvernement devait être tenu responsable et verser des dommages-intérêts punitifs aux familles du complexe à l'époque. Il a également réclamé une indemnisation pour responsabilité, atteinte intentionnelle à la détresse émotionnelle, voie de fait et création d'une nuisance publique. Les tribunaux ont jugé que l'armée et ses sous-traitants étaient couverts par une garantie du gouvernement américain, mais personne n'a jamais été indemnisé. Mais Phillips continuait encore à plaider pour une restitution aussi tard qu'en 2024, aux côtés du sénateur américain Josh Hawley. Et seul le temps dira si les résidents de ce complexe recevront un jour une quelconque compensation pour avoir été exposés, sans le savoir, à des produits chimiques dangereux. En avril 2025, la communauté scientifique a été bouleversée par une révélation selon laquelle des signes possibles de vie sur une exoplanète lointaine auraient pu être découverts.
Et si cela s'avère vrai, cette découverte pourrait être l'une des plus importantes de l'histoire récente. En utilisant le télescope James Webb de la NASA, un groupe de chercheurs de Cambridge était en train d'étudier une exoplanète. La planète, appelée exoplanète K218b, lorsqu'ils ont remarqué quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas. La planète fait environ 2,5 fois la taille de la Terre et se trouve à environ 700 millions de miles de nous, ce qui équivaut à 124 années-lumière, en utilisant les capacités de spectroscopie de transmission du télescope qui permettent aux chercheurs de déterminer les substances chimiques présentes dans l'atmosphère d'une planète. L'équipe a découvert que l'exoplanète K218b contient soit du sulfure de diméthyle, abrégé en DMS, soit du disulfure de diméthyle, également connu sous le nom de DMDS, ou les deux, ce qui est un signe prometteur. Ces substances chimiques existent également sur Terre, mais nous savons qu'elles sont produites par des formes de vie telles que des microbes marins et des plantes, ce qui suggère que des formes de vie similaires existent sur K21b. Ces relevés ont été faits lors du passage de la planète devant son étoile, rendant les scientifiques très optimistes. Les chercheurs ont expliqué que ces deux molécules sont parmi les plus importantes pour ce type de recherche, et qu'elles comptent parmi les premiers critères lors de la recherche de planètes potentiellement habitables dans notre système solaire. Puisque ces molécules ne peuvent pas exister sur Terre sans d'autres formes de vie, il a été suggéré que K218b pourrait contenir des plantes, des microbes et même d'autres formes de vie plus grandes. Car il ne semble pas y avoir d'autres explications à la présence de ces molécules sur cette planète lointaine. Si les chercheurs parviennent à prouver que le DMS et le DMDS sont présents dans l'atmosphère de la planète, cette découverte pourrait devenir la preuve la plus solide que nous ayons jamais trouvée de la vie sur d'autres planètes. Cela est dû au fait que, malgré des décennies de recherches et d'études précédentes sur les atmosphères d'autres planètes, les scientifiques n'avaient jamais auparavant trouvé de preuves de matière sur d'autres planètes qui, sur Terre, n'existent que grâce à d'autres formes de vie. Grâce à cette découverte remarquable, il a maintenant été suggéré que K218b pourrait être entièrement recouverte d'eau, ce qui est un autre signe que les chercheurs recherchent lorsqu'ils cherchent une vie extraterrestre, comme des microbes et des bactéries. Cela a éveillé l'intérêt des scientifiques du monde entier, car la suggestion d'un océan bien plus vaste que le nôtre sur Terre pourrait éventuellement indiquer l'existence de formes de vie bien plus grandes sur cette planète. K218b a été découverte pour la première fois en 2015, et depuis lors, elle est considérée comme l'un des mondes icéens les plus prometteurs jamais découverts. Les planètes icéennes sont décrites comme pouvant contenir de l'hydrogène dans leur atmosphère, ainsi que des océans et des températures élevées qui les rendraient plus propices à l'existence de la vie. Le fait que K218b soit situé dans la zone habitable de son étoile la plus proche la rend plus susceptible d'abriter la vie que la plupart des autres planètes similaires découvertes au fil des années. Mais des recherches supplémentaires doivent être menées. Bien qu'on espère que de l'eau existe sur la planète, les chercheurs ont souligné que la présence de DMS et de DMDS pourrait également s'expliquer par la présence d'océans de magma sur K218b, ce qui la rendrait beaucoup moins habitable. Au cours des années 1980, une coalition connue sous le nom des Contras cherchait à renverser le Front sandiniste de Libération nationale, un parti socialiste basé au Nicaragua. Mais à la fin des années 70 et au début des années 90, ils étaient considérés comme un groupe militant. Au même moment, le président Ronald Reagan avait juré de commencer à éradiquer le communisme dans les pays du monde entier, et il s'est particulièrement intéressé aux Contras, qu'il a décrits comme étant moralement comparables aux pères fondateurs de l'Amérique. Malheureusement, sa campagne a subi un revers lorsque les démocrates ont adopté l'amendement Bolland après que le Parti républicain ait été évincé non seulement du Sénat, mais aussi de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 1982. L'amendement stipulait qu'aucune agence américaine, y compris la CIA et le département de la justice, n'était autorisée à fournir un soutien financier pour changer le climat politique au Nicaragua. Et il leur était également interdit de fournir une aide militaire à l'opposition du gouvernement. À cette époque, les fonds des Contras venaient surtout du trafic de substances illégales au Nicaragua. Mais ce qui a suivi a poussé les théoriciens du complot à suggérer que Ronald Reagan avait complètement ignoré l'amendement Bolland. On sait maintenant que Ronald Reagan a un jour dit au conseiller à la sécurité nationale Robert McFarland qu'il voulait que McFarland fasse tout ce qu'il fallait pour soutenir les Contras afin que le peuple nicaraguayen puisse rester en vie et mener une vie normale. C'est là que l'affaire s'est compliquée. Pendant ce temps, l'Iran et l'Irak étaient en guerre, et l'Iran avait demandé au gouvernement américain de lui vendre des armes.
À l'époque, un embargo interdisant la vente d'armes à l'Iran était en vigueur. Mais malgré cela, McFarlane s'est adressé à Reagan pour obtenir son approbation. Il pensait que s'il fournissait ces armes, la relation entre les États-Unis et l'Iran serait renforcée et que cela pourrait améliorer les relations avec le Liban, ce qui, à son tour, augmenterait peut-être l'influence des États-Unis au Moyen-Orient. De plus, 7 citoyens américains étaient retenus en otage par les forces iraniennes au Liban et Reagan voulait que la situation soit résolue le plus rapidement possible. Il a décidé de mettre le plan à exécution malgré sa promesse de ne pas le faire. Au moment où la vente de ces armes en échange des otages a été découverte, l'Iran avait déjà reçu jusqu'à 1500 missiles des États-Unis et seulement 3 otages avaient été libérés. Pour aggraver les choses, 3 autres personnes ont été prises en otage, rendant l'accord totalement déséquilibré. L'ensemble de l'affaire a été révélé par un journal libanais appelé Al-Shira, mais Reagan a fermement nié les accusations portées contre lui. Il a fini par avouer quelques jours plus tard, affirmant avoir agi avec les meilleures intentions en fournissant des armes à l'Iran, précisant que l'accord ne visait pas la libération des otages. Pour aggraver les choses, l'armée iranienne avait encore une dette impayée de 8 millions de dollars. Mais il a ensuite été révélé que le colonel Oliver North détournait une partie de ses fonds vers les contrats au Nicaragua sur ordre du président. L'incident, appelé « affaire Iran-Contra », a fait perdre confiance au public américain dans la présidence de Reagan. 14 personnes ont dû faire face à des accusations de crimes commis dans le cadre de l'opération, mais 6 ont été graciés. Heureusement pour Reagan, les doutes sur sa présidence furent brefs et sa popularité remonta avant son départ, en 1989. Le 14 février 2026, l'ancien président américain Barack Obama a participé à un podcast animé par Brian Tyler Cohen. Lors de l'entretien, il a été interrogé sur la zone 51, où l'on raconte depuis des décennies que des créatures extraterrestres et leurs engins seraient entreposés et étudiés par le gouvernement américain. À la surprise générale, la réponse qu'Obama a donnée était que ces créatures existent bel et bien, mais il a réaffirmé qu'elles ne sont pas gardées à la zone 51, car celle-ci ne contient aucune installation souterraine. Et il a ajouté qu'il n'en avait jamais vu. Dès que le podcast a été diffusé, les médias se sont emparés de ces déclarations et le monde entier a été plongé dans une frénésie extraterrestre, un peu comme les mois qui ont suivi le célèbre incident de Roswell qui a eu lieu en 1947. Obama a alors décidé de publier une déclaration complémentaire dans laquelle il a expliqué qu'il essayait de respecter le format du podcast et qu'il parlait de la probabilité de l'existence de la vie sur d'autres planètes compte tenu de l'immensité de l'univers. Il a aussi affirmé que, pendant sa présidence des États-Unis, il n'a jamais été informé de la présence d'extraterrestres, ni vu la moindre preuve qu'ils aient parcouru de telles distances pour venir sur notre planète. C'est à ce moment-là que le président actuel, Donald Trump, est intervenu. À bord d'Air Force One, il a répondu à une question sur les propos d'Obama, affirmant que l'ancien président avait commis une erreur en discutant publiquement d'informations classifiées. Il a ensuite ajouté en plaisantant qu'il pourrait peut-être l'aider à se sortir d'affaire en déclassifiant les informations que le gouvernement a recueillies jusqu'à présent sur la vie extraterrestre. Il a également ajouté qu'il n'a aucune idée de l'existence ou non de ces êtres, et qu'il n'a pas vraiment d'opinion sur le sujet. Peu de temps après ces incidents, Donald Trump a annoncé qu'il avait ordonné aux agences fédérales de commencer à déclassifier et à publier les dossiers concernant les extraterrestres et les recherches menées par le gouvernement américain au fil des décennies. Il a déclaré qu'il considère cette question comme très importante, mais aussi très intéressante, et a ajouté qu'il avait déjà donné l'ordre à Pete Hegseth, le chef du Pentagone, de commencer à publier ces dossiers et que d'autres agences suivraient bientôt le mouvement. Suite aux accusations de divulgation d'informations classifiées, Barack Obama n'a pu être joint pour commenter. Il convient de noter qu'en 2022, l'armée américaine a déclaré qu'aucune preuve n'avait été trouvée que des extraterrestres aient visité notre planète, ou qu'un quelconque engin extraterrestre se soit jamais écrasé sur Terre. Ce sentiment a été repris par le Pentagone en 2024, qui enquêtait sur la question depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont soutenu que la plupart des signalements d'observation de tels engins étaient simplement des objets ordinaires mal identifiés par le public, et ils n'ont jamais trouvé de technologie extraterrestre sur les sites de crash supposés. À la suite de ces événements, le monde attend la publication de ces documents avec impatience. Et avec le temps, nous pourrions enfin mieux comprendre les lumières inexplicables qui sont observées dans le ciel depuis des siècles.
Nous nous sommes tous habitués à voir le drapeau américain au début d'une nouvelle saison, que ce soit pour le baseball, le football, le basketball ou le hockey. Le drapeau inspire généralement le patriotisme chez les personnes présentes, ainsi que chez les téléspectateurs qui regardent le match depuis chez eux. Mais il est apparu en 2015 que ce geste n'est pas aussi pur que nous le pensions au départ. Les moments les plus mémorables avec le drapeau surviennent souvent quand un immense drapeau est déployé sur le terrain pendant que l'hymne national est chanté ou diffusé dans le stade. Cela arrive si souvent aujourd'hui que nous les attendons désormais. Et selon les sénateurs Jeff Flake et John McCain, c'est exactement ce que le Pentagone espérait lorsqu'ils ont commencé à sponsoriser des franchises de sport professionnelles, pour organiser des actes de patriotisme rémunérés. Pendant des années, les théoriciens du complot ont suggéré que ces gestes, ainsi que beaucoup d'autres similaires, étaient moins authentiques qu'ils n'y paraissaient. Et grâce aux révélations faites par ces deux sénateurs, nous savons maintenant qu'ils avaient raison. On pourrait croire que cela visait à inspirer le patriotisme chez les Américains, ce qui est vrai, mais pas de la façon attendue. Elles cherchent en réalité à recruter des soldats pour l'armée américaine, même si aucune preuve définitive de l'efficacité de cette stratégie n'a été trouvée. L'espoir est que quelqu'un regardant le match à la maison ou dans un stade se sente inspiré après avoir vu l'immense drapeau et entendu l'hymne national, et qu'il s'engage dans l'armée pour servir son pays. Bien qu'on ignore encore à quel point cette stratégie est efficace, le Pentagone continue de verser chaque année des millions de dollars aux franchises sportives. Et en retour, ces démonstrations élaborées sont organisées avant certains matchs importants, comme le jour d'ouverture de la saison de la MLB. Lors de telles occasions, le drapeau est exposé dans des dizaines de stades, avec des centaines de milliers de personnes présentes et des millions d'autres qui regardent à la télévision, sur ordinateur, téléphone ou tablette. En 2015, 6,8 millions de dollars avaient été versés par le Pentagone pour financer des mises en scène patriotiques. Mais il a également été révélé que cette stratégie n'était pas seulement utilisée lors d'événements sportifs. Nous avons tous vu des vidéos virales de militaires retrouvant leur famille après avoir servi à l'étranger. Difficile de rester insensible face à ces scènes, mais on sait désormais que nombre de ces vidéos ont aussi été financées par le Pentagone. Elles visent aussi à susciter le patriotisme et, idéalement, à inciter le spectateur à rejoindre l'armée. Parmi les équipes citées comme ayant participé à ces mises en scène patriotiques figurent les Falcons d'Atlanta, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Bills de Buffalo de la NFL. Pour la MLB, les Braves d'Atlanta ont reçu le paiement le plus élevé, soit 450 $ pour organiser une démonstration patriotique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et on se retrouve dans la prochaine vidéo.